Et je suis désolé, si vous êtes vraiment croyant, moi je suis pas dans une religion, mais je pense quand même que le plus grand humoriste de l'univers, c'est d'abord Dieu lui-même. Tu vois, une personne comme ça, tu lui dis ne viens pas en France, alors que toi, il te voit, tu es bien dans ton mocassin, ton costume, tu as bien mangé, tu as mangé, je sais pas, 2 McDo déjà dans la journée. Parce que la mairie de Paris, ils sont bien gentils, mais ils ont juste la gestion. Bonjour à tous et bienvenue à l'OBA, le talk show qui inspire et qui interpelle. Alors moi c'est Chris et aujourd'hui je suis accompagné avec 3 personnes et je vais les laisser se présenter. Salut tout le monde, moi c'est John. Moi c'est John. Sur les réseaux, je suis connu au nom de la violence. Donc bonjour à tous, moi je suis Germain, je suis consultant en international, j'interviens justement en Afrique et ici en Occident en général, et en même temps je suis directeur QHSE dans un groupe franco-portugais. Bonjour, moi je suis Abad, je suis auteur, poète et j'écris des livres, j'ai fait des spectacles, voilà. Ok. Alors pour ce premier thème, nous allons parler des anneaux olympiques qui sont sur la Tour Eiffel. Donc on rappelle que lors des Jeux olympiques, la mairie a installé les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel et la maire Anne Hidalgo souhaite les conserver sur la Tour Eiffel. Alors les descendants de Gustave Eiffel sont contre cette décision, mais elle a insisté et pour le moment elle veut les garder jusqu'en 2028, donc jusqu'au prochain JO à Los Angeles. Donc on est là, est-ce qu'il faut que, pour discuter de cela, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir garder ces anneaux sur ce monument, sur ce monument de la France? Je ne sais pas quoi dire parce que les deux positions sont défendables en fait. C'est-à-dire, je comprends que la maire ait envie de les garder parce que les JO ont été à Paris et que symboliquement, les JO sont toujours à Paris tant que ça n'a pas commencé dans Los Angeles. Voilà. Donc, je comprends la position, mais je comprends aussi la position de la famille Eiffel parce que la Tour Eiffel, ce n'est pas les JO. La Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel. Voilà. Elle existe sans les JO et elle n'a pas attendu les JO pour être là. Voilà, pour être là. Donc je comprends aussi sa position, leur position en tout cas. Donc moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Mais bon, je pense quand même que oui, la Tour Eiffel est un symbole qui peut en tout cas, qui n'est pas dépendant des Jeux Olympiques. Voilà pour moi. Donc je peux comprendre que la famille ait envie. N'ait pas envie qu'on mette des anneaux pendant 4 ans sur. Oui. Parce qu'elle voulait d'abord que ce soit éternellement, tout le temps, mais vu déjà les premiers ripostes, les premières déclarations des autres, elle a dit pour le moment, on les met jusqu'en 2028. Et après, elle veut. Voilà. Ouais. Et justement, c'est là où je suis un peu, moi, dubitatif à l'idée de garder ce genre de symbole sur un monument qui est la Tour Eiffel, qui est un monument historique de la France et qui appartient à la mairie, mais en termes de gestion, mais qui appartient à tous les Français. C'est à ce propos-là que je voudrais quand même m'interroger le public pour savoir quel serait leur avis sur un sujet qui touche l'ensemble des Français, parce que la mairie de Paris, ils sont bien gentils, mais ils ont juste la gestion. Et cette gestion-là est faite avec l'ensemble de nos impôts. Mais dans un pays démocratique comme nous sommes, je pense qu'il serait plus judicieux de consulter d'abord l'ensemble pas que des Parisiens, mais des Français sur ce genre de sujet et avoir un avis global pour pouvoir prendre une décision et trancher. Ça, c'est le premier point. Le second serait, je ne comprends pas pourquoi la ville de Paris souhaiterait s'accaparer des anneaux. Parce que pour moi, c'est une façon de s'accaparer. Les Jeux Olympiques appartiennent à tout le monde. La preuve en est, les 5 anneaux représentent les 5 continents. Europe, Afrique, Asie, Amérique et Océanie. Donc, le fait que ça soit en permanence sur la Tour Eiffel j'entends bien, pendant les 4 ans
en attendant les prochains Jeux Olympiques. Pourquoi les autres villes n'ont pas pensé à le faire? Et pourquoi la ville de Paris souhaiterait être... parce que, à moins que je me trompe, je n'ai jamais vu d'autres villes s'accaparer de ces anneaux-là, mais pourquoi la ville de Paris souhaiterait être... une pionnière. Voilà, tout à fait, pour enfreindre, grosso modo, les habitudes qui ont déjà été faites sur les précédents Jeux Olympiques. Donc, c'est ce genre de question, moi, qui me vient tout à l'heure quand vous évoquez le sujet. Mais donc, moi, mon avis personnel serait de ne pas les garder, tout simplement, parce qu'il n'y a pas eu une consultation. La consultation n'a pas été faite. Les Français, dans leur majorité, ne sont pas tout à fait d'accord avec ce fonctionnement-là. Et après, on touchera sûrement d'autres sujets, notamment la politique, où nous avons vu vraiment une réticence envers Anne Hidalgo avec ses différents positionnements ou choix. Mais en tout cas, ça, c'est un des choix sur lesquels on a vu un sondage, tout ça, sur les différents médias, que les Français ne sont pas du tout d'accord, ils sont assez dubitatifs. Ok, merci. Moi, je dis, hein, c'est qui a augmenté les prix des tickets là, même là? C'est pas Hidalgo? Ouais, c'est Pécresse. C'est Valérie Pécresse, donc, ils ont souvent la présidente Île-de-France, pour ceux qui savent. Voilà, de faire quelque chose, après, ça reste longtemps comme ça. Mais après, moi, personnellement, pour être un peu sérieux, mais en vrai, c'est un vieux débat, tu vois. Dans le sens où ça peut ou ne pas être là, c'est rien. Que ce soit de la famille Eiffel là, ils s'achipotent, mais voilà, en fait, c'est juste une façon aussi de montrer que ça a été une réussite, quoi, les JO, quand même. En vrai, ça a été une belle compétition. Malgré que ça a été comment dirais-je ça, en fait, il y a eu de mauvaises langues bien avant le début on avait peur, de l'événement et tout. C'est bien passé. Donc, je pense que c'est juste dans l'euphorie. Hein. Hidalgo, là, s'est dit, vas-y, on va garder un peu. On va rester un peu dans le souvenir. Exactement, sinon, en vrai, c'est un vieux débat. Oui, mais je vais rebondir sur ce que tu dis, si on reste dans le fait de garder, de s'accaparer, parce que moi, c'est une façon de s'accaparer ces anneaux-là, ça rajouterait une gestion en plus du personnel déjà qui est, par exemple, installé à la tour. Ces anneaux-là devront être revus, contrôlés, pour voir si ils tiendront, notamment dans le temps. Aujourd'hui, je pense que personne sur ce plateau serait en capacité de savoir exactement l'équipe qui entretient, le nombre d'équipes qui entretient la Tour Eiffel, mais à mon avis, étant dans le monde du travail, tous comme nous sommes là, ce genre d'activité rajouterait du temps de travail, rajouterait de la pression, sûrement du personnel. Après, ils pourront taper dans les heures de la Tour, sans te couper, les heures de la mairie de Paris qui sont notamment un peu... Sans te couper, du coup, moi, j'allais dire c'est que ça peut aussi rapporter de l'attraction. Parce que pour accéder à la Tour Eiffel, c'est payant. Tout à fait. Ça peut être aussi un bon modèle économique pour générer un peu de sous. Et augmenter les prix de la Tour Eiffel aussi? Non, pas forcément, mais ça peut créer encore plus d'engouement. Dans le sens où voir juste les anneaux, plus de voilà, tu te dis, je vais aller voir ça de près, tu vois. Ouais. Et il y a aussi Après, il y a le côté parisien, ça c'est la touche parisienne, dans le sens où tu vois, les Parisiens, ils veulent toujours faire plus que les autres, ou ils vendent leur ville. En fait, c'est juste leur façon de se vendre, quoi, tu vois. Ils font les choses différemment que dans d'autres pays. Et moi, après, il y a un truc qui m'a aussi un peu choqué quand elle a parlé de ça. Elle n'a pas parlé aussi du symbole des Jeux paralympiques, qui sont aussi sur l'Arc de Triomphe. Elle a juste parlé des symboles des JO, et le symbole des Jeux paralympiques qui sont sur l'Arc de Triomphe. Enfin, peut-être elle va dire ça au prochain. Peut-être qu'elle le fera dans les jours. C'est terminé hier, non, je crois, les Jeux paralympiques. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est dimanche. Ouais, c'est dimanche. Dimanche, on en parlera peut-être, mais... Peut-être qu'elle le fera aussi. Hein. Tu vois, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu... sur les réseaux, par exemple, il y a eu plein de sorties avec le trophée de la Coupe d'Afrique. Ouais. Plusieurs fois. Mais pourtant, par exemple, il y a d'autres pays, ils l'ont pas fait comme ça, tu vois. Moi, j'ai vu des vidéos du président de leur fédération, la FIFA, je crois qu'ils appellent ça.
Le gars, il se balade partout. Il est même venu en France, je crois, avec la CAN. Oui, à Tu l'ambassade. vois, la CAN. alors que voilà, j'ai pas vu de pays qui ont reporté la CAN qui ont fait ça, quoi, tu vois. Qui ont fait autant de boucans. Donc Surtout pas le Cameroun, puisque nous, on a vu à la gagner. les Lions. Exactement. Donc c'est juste, voilà, c'est la touche de chacun, de chaque pays. Ils ont leur façon de faire les choses un peu. Hein. Oui, mais après, est-ce que la Tour Eiffel est souvent utilisée aussi pour passer des messages de la société, quand il y a par exemple Octobre Rose, elle devient rose, ou bien quand il y a souvent des conflits dans le monde, elle se met aux couleurs de certains pays. Mais là, le fait que, voilà, qu'il y ait les anneaux olympiques tout le temps, est-ce que ça ne va pas gâcher aussi le symbole que... Notamment, je vais peut-être nuancer mon propos. Je ne suis pas contre qu'elle garde pendant une durée, mais je m'oppose à ce qu'elle garde pendant 4 ans. Parce que 4 ans, les Jeux Olympiques, les prochaines sessions sont à Los Angeles. Pendant 4 ans, ça demande une surveillance, ça demande du contrôle parce qu'ils sont accrochés. Donc il y a sûrement une équipe derrière qui doit repasser pour pouvoir assurer la sécurité de l'ensemble des touristes qui arriveront pour la visiter. Et derrière, ça demande, c'est un coût, tout ça. Et ce coût-là, qui va la supporter? Qui va supporter ce coût-là? Ça serait vous et nous. Parce que nous sommes tous là dans la région parisienne. Et c'est sur ce point-là que en tout cas, donc toi, c'est plus une question de coût, pas une question de l'œuvre elle-même. Ben, c'est une question globale, en fait, de la gestion, de comment ils vont faire. Qui va payer, en fait, ouais. Voilà. Et je pense que ce sont des questions assez légitimes que nous pouvons nous poser. Et aussi mettre en face Madame la maire pour pouvoir nous répondre à ce genre de questions. Et si comme il a suggéré John, et si elle prouve que c'est beaucoup plus rentable que... Voilà, si ça rapporte plus que ça nous coûte. Ouais, franchement, moi je trouve, sur un coup marketing, ça peut apporter un plus. Quand tu viens à Paris, quand on te dit que voici les anneaux des JO, tu vois, tu les vois pour une première fois en vrai comme ça, tu vois, ça peut t'inciter en fait à les payer pour aller voir ça de près, tu vois. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a un modèle économique, je pense qu'il peut avoir un modèle économique derrière. Le prix de la visite de la Tour Eiffel n'a pas changé. Non, le prix ne va pas changer. Non, mais le nombre de visiteurs va peut-être augmenter. Si par exemple on a 10 000 aujourd'hui et que ça ramène 20 000 personnes, c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En journée, on a doublé grâce aux anneaux. Dans ce cas-là, ça serait un investissement sur la tête des... En fait, dans ce cas-là, qui t'a dit qu'ils vont forcément puiser ils vont forcément puiser sur la population dans le sens où sur les impôts, augmenter les impôts ou tout. Ça se trouve même pas. Ça se trouve ils ont calculé ça en fonction de ça. Vas-y, on le met là, mais on sait qu'on va par exemple rajouter du personnel ou faire plus travailler les gens, mais on va générer de l'argent par exemple pour pouvoir payer tout ça. Oui. Il se peut. Moi, je suis d'accord qu'ils fassent un peu travailler les fonctionnaires de regarde par exemple quand ils ont passent leur temps à travailler. Quand ils ont à travailler, on va dire ça comme ça, à travailler. Quand ils ont mis il y a un moment ils ont habillé comment ça s'appelle, l'Arc de Triomphe. Et ça crée un engouement quand même. Même s'il y a eu il y a eu un bad buzz là-dessus, mais il y a eu beaucoup d'engouement. Moi, je me rappelle, il y a un moment, je suis parti juste pour aller voir ce que ça donnait en vrai. Tu vois. Donc, ça peut être aussi le cas pour la Tour Eiffel. Mais dans ce cas-là, ils rentreraient plus dans une stratégie globale parce que les touristes qui arrivent, je ne pense pas qu'ils accepteront de venir en France ou à Paris précisément que pour voir la Tour Eiffel avec les anneaux. Et dans ce cas-là, ils rentreront dans une stratégie assez globale avec en participation les ambassades pour pouvoir accorder un plus de visage. Je ne sais pas, enfin là on discute sur un sujet précis parce que de là à miser sur une recrudescence d'affluence des touristes parce qu'on a mis 6 anneaux sur une tour Eiffel, moi je suis quand même assez dubitatif. Après, je pense sachant qu'elle est déjà bien fréquentée, la tour Eiffel. Hein, toi, peut-être tu mesures pas l'ampleur des JO. Parce que les JO, c'est quelque chose qui arrive que tous les, je crois, 4 ans. Tous les 4 ans. 4 ans, 5 ans, je sais plus. Mais en gros, en fait, chaque ville qui reçoit les JO, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Par exemple, la candidature, aujourd'hui, une fois que vous avez reçu ça, ça se trouve, on va recevoir ça dans 20 ans, 30 ans, tu vois. Et c'est souvent les pays qui reçoivent ça, c'est vraiment
c'est une bénédiction, quoi, limite. C'est comme un peu la Coupe du Monde, tu vois. Oui, C'est- normalement, c'est même une fois dans une vie. Hein, je veux dire, Exactement. Donc, c'est pas ce qu'on voit de sitôt les JO à Paris. À Paris. juste ces Exactement. anneaux-là. Peut-être en gros, France, mais pas à Paris. Ces anneaux-là, ça. T'imagines même juste pendant. Quand ils ont fait balader la flamme, t'as vu la sécurité qu'il y a eu derrière tout ça. En fait, c'est très symbolique, les JO. À quel coup? Tout a un prix aussi. c'est pas ça. Mais c'est QHSE à quel coup? Non, non. Et puis ceux qu'on va faire travailler, forcément, ils seront payés aussi. Dans le sens où, en fait, dans chaque chose, il y a toujours des gens qui vont gagner et ceux qui vont perdre. Pendant le Covid, il y a des gens qui sont enrichis, et des gens qui ont fait faillite, tu vois. Et c'est pareil aussi. Là, par exemple, pendant les JO, moi, j'ai mon frère qui est chauffeur de bus. Ils ont été payés 2 fois, tu vois. Et lui, il est content. Lui, si je lui dis, il fallait pas qu'on organise des JO ici, il va te dire quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Ouais, totalement. c'est comme ça. Ok. Et on va continuer donc en faisant le lien avec les JO. Lors de la cérémonie, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont sentis vexés, insultés par rapport à certaines parties de la cérémonie. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de se moquer du christianisme par rapport aux autres religions? Est-ce que les chrétiens, ils ont bon dos? Voilà. Ah là là. Ben, pour être honnête, oui, je pense. Je ne dis pas que c'est justifié. Je dis simplement qu'aujourd'hui et même hier, je pense que même dans les films, chez les humoristes, dans les pubs, dans tout, on se moque souvent des chrétiens. Je ne suis pas chrétien, loin de là, mais je peux comprendre qu'un chrétien se sente vexé par rapport à cela, et surtout par le fait que c'est toujours sa religion, parce que j'ai pas beaucoup vu de choses comme ça sur d'autres sur d'autres confessions. Donc je me dis oui, les chrétiens sont une bonne cible. Voilà. Oh, une bonne cible, oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, les bases de la religion chrétienne, en vrai, elle est différente des autres religions, dans le sens où un tel geste serait fait, par exemple, chez les musulmans ou dans d'autres religions. Bon, généralement, on est plus confronté aux musulmans. On ne va pas parler des autres religions. Plus les musulmans, par exemple, la réaction elle serait beaucoup plus violente, dans le sens où on sait tous que dans la religion musulmane, il y a le côté extrême de ceux qui font le djihad. Comment ça s'appelle déjà là? Le djihad? Ouais, les djihadistes et tout ça. C'est ceux qui sont dans le côté extrême de la religion. Tu vois. Et pourtant, ça reste il y a l'autre côté où ils sont beaucoup plus tolérants. Aujourd'hui, quand il y a des caricatures de Charlie sur la religion musulmane, c'est pas tous les musulmans qui sont prêts à aller porter une bombe pour aller tuer des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement. Il y a toujours des gens qui sont dans l'extrême. C'est pareil aussi pour les chrétiens. Il y a forcément des chrétiens qui sont dans l'extrême. Mais peut-être qu'on ne voit pas, c'est pas assez médiatisé. Il y a des gens qui peuvent venir te frapper parce que tu as parlé mal de Jésus, peut-être. Je pense même que c'est même plutôt c'est historique en fait. C'est-à-dire que le côté extrême des chrétiens est déjà passé. Et si nous sommes là, c'est en partie pour ça. Je dis qu'ils ont colonisé, ils ont fait en Afrique pour imposer la religion chrétienne. Ils ont fait les croisades, il y a eu l'Inquisition, il y a la chasse aux sorcières, il y a eu il y a eu tout ça. Donc oui, ils ont été aussi extrémistes pendant des siècles. Exact, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc maintenant, on peut quand même un peu se moquer d'eux. On est beaucoup plus tolérants et même les fidèles, ils sont. En fait, dans la religion chrétienne, tu es un peu éduqué à être tolérant dans beaucoup de choses. Et tu es aussi dans une réflexion où tu sais que le salut il est individuel. C'est-à-dire, moi, si je blasphème tout de suite, c'est moi et mon Dieu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Dis-moi ce qui va t'arriver là. Si Dieu va te punir demain soir là, c'est ton problème, tu vois. Justement, c'est la tournure que je souhaiterais donner à la question. En fait, nous n'avons pas le dos large, mais nous sommes remplis d'amour. C'est plutôt cet amour-là qui se transpire avec le fait que nous ne réagissons pas de façon virulente. Et ce que tu viens de dire, c'est très juste. Le salut, il est individuel. Donc, les personnes ou la personne qui a pensé faire ce genre de scène absurde pour nous, chrétiens, et vouloir tourner ça à la dérision avec plein d'autres codes, à mon sens, je lui dirais juste que nous ne sommes personne pour juger et il sera lui-même jugé à son tour lors de sa mort et quand il ira auprès du Père. Donc,
Moi, je le dirais plutôt, nous sommes remplis d'amour. Nous ne sommes pas tout de suite dans la confrontation physique, dans l'attaque de la personne. Et nous laissons faire les choses parce qu'on a une personne qui est au-dessus de nous qui sait ce qu'il fait. Et puis même celui qui devait intervenir en premier, c'était le pape. Le pape, lui, devait d'abord parler avant que les gens parlent, en vrai de vrai. C'est lui, il est plus légitime même de... Il a une voix beaucoup plus importante qu'il aurait pu parler. Tu vois, parce que en vrai, c'est un truc qui est passé quand même sur de nombreuses chaînes de télé, etc. Tu vois. Qui a été censuré dans certains pays. Exactement. Donc en gros, en tant que guide, le guide de l'Église catholique, la religion chrétienne, ouais. Catholique. Ouais, en disant catholique, parce que on va plus se rattacher à l'Église catholique, dans le sens où, en gros, ouais, il aurait pu prendre position, quoi. Non, comme c'est des gens qui sont dans le système. Si il en a encore les moyens. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est vrai Oui, vraiment. qu'il est très, très fatigué, le Saint-Père. Le Saint-Père. Oui, mais il y a quand même eu des hommes, des hommes de Dieu qui ont manifesté leur désapprobation. Désapprobation suite à cette. Mais c'est vrai que oui, le pape, le haut sommet n'a pas parlé de. Ils sont remplis d'amour. Ils ont jugé bon de ne pas intervenir et de laisser Dieu s'occuper de ce problème-là. Et en tant que chrétien, on dit tout est payé à amour. Mais en plus, en vrai, ça a fait un scandale. Pourquoi? Comme il y avait des drag queens, il y avait des personnes gays, c'est à cause de ça en vrai que ça a fait le scandale. Sinon, ça aurait été des personnes, des homosexuels, des personnes lambda. Donc peut-être que c'est pas une offense alors. Exactement. C'est juste de voilà là, c'est pourquoi, tout. au-delà de... Peut-être le pape s'est dit, vas-y. Parce qu'il a autorisé le mariage, comment ça s'appelle, homosexuel, etc. Donc pour lui, c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, donc peut-être Ceux qui ont réagi, c'est juste ceux qui ont été choqués par le fait qu'il y ait des drag queens, il y ait des... Qui ne correspondent pas aux valeurs de la Bible. Voilà. Parce que moi, je pense que celui qui a fait ce tableau-là, ce chorégraphe, est juste parti du point de vue que avant d'être drag queen ou avant d'être gay, on est d'abord un être humain. Donc c'est ça qui doit prévaloir sur tout ce qu'on peut faire derrière. Donc ce tableau-là, c'est un tableau, c'est tout. Voilà, maintenant, là, c'est une drag queen, ça aurait pu être autre chose, un être humain, hétéro, tout ça, c'est pareil. Avant tout, c'est un humain. Donc je pense que c'est peut-être que à partir de ça, ce n'était pas une offense, je pense. Ouais. C'était juste, on va dire, un détournement artistique. Et je suis désolé, si vous êtes vraiment croyant, moi je suis pas dans une religion, mais je pense quand même que le plus grand humoriste de l'univers, c'est d'abord Dieu lui-même. Donc s'il n'est pas capable de rire d'une blague, il faut qu'il change de métier. Hein. D'accord. Bon, ok, on va continuer notre conversation. Donc on va parler aussi des migrants. Donc là, récemment, il y a encore eu des hommes qui sont morts dans la mer en voulant rejoindre l'Angleterre. Donc ils ont quitté la France, ils voulaient partir en Angleterre, toujours avec des moyens rudimentaires. Et ça fait poser la question à tous ces migrants qui meurent en voulant rejoindre l'Europe. Pour vous, parce que ça, on a connu ça ça fait des années qu'on entend ce genre de situation, mais comment on peut changer cela? Est-ce qu'il faut une grande sensibilisation? Mais comment ces drames ou bien cette conquête de l'Eldorado européen peut changer? La question, elle touche différents sujets, en fait. Ouais. Enfin, elle peut être débattue sous différentes formes. C'est-à-dire d'une façon politique, d'une façon sociétale et d'une façon morale. Si je prends d'une façon politique, pourquoi ces personnes-là, aujourd'hui, arrivent à croire ou ils pensent que l'Eldorado européen est toujours... Parce que ce sont des habitudes ou des clichés que nous, Africains, nous avons toujours eu à être confrontés quand nous étions en Afrique, de dire que le fait d'y aller en Europe, c'est une sorte de réussite. Ou le fait d'y aller en Europe, je vais mieux réussir, ou je vais mieux
me débrouiller ou apporter professionnellement pour aider ma famille. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'était un fait, hein, sûrement valable à l'époque, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours valable? C'est la question à se poser. Ces personnes qui arrivent aujourd'hui pour mourir, ils viennent sous, on va dire, ce prisme-là, pour chercher, on va dire, des jours meilleurs. Mais derrière, que font les gouvernements d'une façon politique? Quelles sont les politiques qui sont mises en place pour pouvoir empêcher ces personnes-là de venir? Après, étant dans l'entrepreneuriat comme vous, je pense que la question, le problème devrait être résolu avec des choix politiques forts. Des choix politiques forts, par exemple, on l'a vu avec les Américains ou même certains pays en Afrique qui ont émis une politique de back to Africa ou back to America, back to US. C'est-à-dire vous partez à l'étranger, vous vous formez, et ensuite vous revenez au pays pour apporter. Et ça, ce sont des choix qui ont été faits au niveau politique. Voilà pourquoi j'ai scindé cette question en trois. Et question sociétale, est-ce que aujourd'hui, le futur de la société occidentale dans laquelle nous avons tous baigné, est-ce que le futur est ici? C'est une question à se poser. Le futur se trouve dans cet Occident qui était meilleur à l'époque, à une époque bien résolue, ou il est toujours en Afrique parce qu'il a toujours été, parce que s'il n'était pas, ces grands groupes ou ces grandes sociétés ne seraient pas bras liés à tout prix en Afrique pour pouvoir toujours s'accrocher. On a vu avec l'exemple du Mali et autres. Donc voilà, ce sont des questions à se poser et je pense qu'il faudrait répondre à ce problème de migrants qui est grave. Hein. Bien évidemment, c'est malheureux, c'est douloureux de voir nos frères et sœurs mourir dans l'eau, mais il faudrait élargir un peu cette question-là parce qu'elle n'a pas une solution assez simple, où il n'y a pas une réponse simple, uniforme tout à fait à apporter. Elle serait multifactorielle pour pouvoir résoudre ce problème-là. Après, moi je pense, il y a une réponse simple à ce problème. En fait, on peut résoudre ce problème. Okay, d'où l'aspect, comme tu as dit, tu as su bien le dire, l'aspect politique, ça c'est vraiment, je pense, c'est la première solution, la première base. Pour moi, un politique ou un gouvernement d'un pays, ça représente, c'est comme le père et ta mère dans une maison, tu vois. C'est-à-dire, dans une maison, celui qui dirige, c'est papa, maman. Okay, et dans un pays, c'est ceux qui sont au pouvoir, les gouverneurs. Maintenant, déjà, on sait tous comment le système, la France-Afrique fonctionne. Donc déjà, si vous mettez des gens incompétents à gérer un pays, bah forcément, il y aura tous ces problèmes-là. C'est-à-dire aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, il faut le dire, l'Europe est encore... on avance, a une grande avance sur beaucoup de choses encore sur l'Afrique. Okay, c'est pas parce qu'on est ici... bien sûr, on connaît les difficultés qu'il y a aussi en Europe. En fait, ce qu'il faut vendre aux Africains, c'est que la difficulté aussi, ici, elle existe. Mais bien sûr qu'on a cette facilité peut-être d'avoir une chance de réussir, contrairement en Afrique. Dans le sens où, aujourd'hui, par exemple, l'existence, le manque de travail en Afrique, c'est quelque chose de très flagrant. Les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Tu vois, quelqu'un, il vit avec 1,50 € toute la journée. Tu vois, une personne comme ça, tu lui dis ne viens pas en France, alors que toi, il te voit, tu es bien dans ton mocassin, ton costume, tu as bien mangé, tu as mangé, je sais pas, 2 McDo déjà dans la journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu n'as plus ce problème alimentaire déjà. Ce premier besoin, il n'est plus déjà. Donc ces gens-là, forcément, ils auront toujours cette utopie. Ils vont toujours avoir cette envie de venir ici parce qu'ils sont dans la pauvreté. Et ils manquent d'éducation. Les gens, ces gens-là, tu vas remarquer pour la plupart, surtout c'est un phénomène qui a beaucoup commencé en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est des peuples, pour la plupart, ils n'ont pas eu la chance à accéder à l'éducation. Moi, je connais les Maliens, pour la plupart, les Maliens, tout ce qui est West Af, beaucoup, moi j'ai vécu là-bas, beaucoup, ils ne savent pas lire et écrire, tu vois. C'est des gens, parce que par exemple, en Côte d'Ivoire, le français, c'est la langue nationale. C'est-à-dire, tout le monde parle français. Donc, tu auras du mal à détecter que lui, là, il n'est pas là à l'école. Lui, là, il est allé à l'école. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste quand il s'agit d'écrire, tu vas comprendre que lui, il n'a pas, par exemple, plus cette chance d'aller à l'école. Et cette personne-là,
il n'aura pas ce côté où il pourra peut-être mesurer le danger d'aller prendre, moi par exemple, quelle que soit la galère, le fait que je sois un peu instruit, je vais avoir peur du danger, tu vois. Et même encore derrière ça, ces gens-là, ils viennent ici pas gratuitement. Ils ont de l'argent. Oui, Ils ont des fois, je te donne un exemple, 2000 euros pour voyager. Vous payez le passeur. Tout à fait, avec le système des passeurs qui... Exactement. Alors que ces 2000 euros-là, par exemple, pour une personne qui est assez instruite, qui est assez ouvert d'esprit, il peut se dire que non, je peux peut-être réinvestir mon argent au pays et essayer de m'en sortir, même si c'est dur, même s'il y a un système. En fait, c'est un système qui est très, très dur, en fait. C'est vraiment des miraculeux qui réussissent en Afrique, en vrai, de vrai. Soit tu fais partie du système, ou soit tu es vraiment le gars chanceux qui s'en sort un peu. Parce que, gros, il y a trop d'écart. Pour l'instant, il y a trop d'écart. Et le problème, c'est les politiques. Si les politiques gèrent bien les pays, les gens, ils auront moins envie de venir ici. Et puis, c'est fini. Totalement. Je reprends d'ailleurs ce que tu as dit. C'est-à-dire, moi, je suis sidéré par le fait que tu es un père de famille, entre guillemets, et tes enfants se battent, meurent pour aller chez le voisin. Comment tu te sens, toi, en tant que père, c'est-à-dire en tant que chef de gouvernement? On te dit que tu as des enfants tous les jours qui meurent pour aller prendre à boire chez le voisin. Et tu es là, tu es père de famille, tranquille. Tout va bien. Pour moi, déjà, ça, c'est sidérant. Donc, pour moi, et là, je vous rejoins, pour moi, le premier problème est politique. Et que c'est pas, oui, ok, peut-être que l'Europe peut accueillir des gens, ou tout ça, c'est un autre débat. Mais avant d'accueillir des gens, je suis désolé, quelles que soient les raisons, un parent, s'il déclare être parent, parce que voilà, ben, il doit trouver une solution. Donc pour moi, ça commence là. Avant d'aller même ailleurs, dans d'autres débats, c'est d'abord là. Voilà. Et il y a même Sarkozy qui disait que la vague migratoire que l'Europe est en train de connaître aujourd'hui, elle est faible parce que l'Europe va connaître dans 15-20 ans. Par rapport au changement climatique? Non, pas seulement ça, la croissance démographique de l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays un continent qui va être surpeuplé dans quelques années. Aujourd'hui, par exemple, quand tu prends un pays comme le Nigeria... C'est faux. Si. Non, je te promets. La croissance démographique. Oui, mais ça passe peuplé. En fait, on n'occupe même pas le 2 centièmes de l'Afrique. Quand on dit surpeuplé, c'est quoi? C'est que le continent africain sera le continent le plus peuplé du monde. Oui. Dans le sens où on va dépasser l'Asie, etc. Ça, je sais, ça, c'est clair. C'est déjà énorme. Et un continent, bah si, c'est énorme. Non, c'est pas énorme. En fait, c'est énorme. C'est pas énorme par rapport à la taille du continent. Non, oui, mais parce qu'on exploite mal les zones. Oui, mais ça, c'est notre problème, ça. Oui. Après, on parle pas. Quand je dis le continent, je donne un exemple. Moi, mon pays, le Congo-Brazzaville, la superficie est 342 000 km². La Côte d'Ivoire fait 312 000 km². La Côte d'Ivoire est plus peuplée que le Congo-Brazzaville. La Côte d'Ivoire te fait 22 millions d'habitants. Même là. 22 millions d'habitants, comparé par exemple chez nous, Congo-Brazzaville, on est 4 millions. Est-ce que tu vois déjà, Abidjan, c'est une ville surpeuplée par exemple? Oui, mais ça, c'est ça le problème en fait. Et c'est même le problème du monde entier. En fait, la Terre n'est pas surpeuplée. C'est juste qu'on est tous concentrés aux mêmes endroits. Oui, Quand tu prends le RER pour aller même à Melun, il y a plein d'endroits vides. Pourquoi les gens... Non, mais c'est vrai. Oui, pourquoi les gens n'habitent pas là? Pourquoi on va tous se serrer dans... Tu prends les 20 plus grandes villes du monde, tu as déjà un tiers de la planète. C'est incroyable ça quand même. Oui, après ce raisonnement-là, oui, ça c'est vrai, il y a de l'espace encore sur la Terre, les gens peuvent vivre, partout, etc. Mais là, l'aspect n'est pas seulement, c'est pas seulement ce côté-là d'avoir un endroit où vivre ou dormir. C'est plus l'aspect économique, tu vois. C'est-à-dire, ces pays-là, surtout qu'ils sont maintenus dans la pauvreté, un pays comme le Nigeria, par exemple, c'est un grand pays, il n'y a pas de travail. Donc ces gens-là, ils vont forcément... avoir l'intention de partir, tu vois. Oui, mais c'est un problème de politique. Et c'est aussi un problème d'urbanisation. Il faut qu'on arrête de croire qu'il faut des villes où on vit à 10 millions. Non, je pense qu'il faut décentraliser. Mais le point, c'est que nous, on imite un système qui ne marche pas. Le système européen ne marche plus, ou ne marche pas, et nous, on continue de l'imiter. C'est comme si tu es en voiture, le mec, il voit un ravin, il fait des demi-tours, toi, tu continues de le suivre. Ben non, le mec a fait demi-tours, donc fait demi-tours. Ça ne marche pas, ce système-là de faire des grandes villes où on est 10 millions serrés, entassés, comme des... Voilà, on n'a pas besoin de ça en Afrique. Moi, je ne comprends pas pourquoi on le fait. D'où le problème, il est assez varié parce qu'il y a une réponse politique à avoir, une réponse sociétale à avoir, notamment. Et aussi il y a une réponse culturelle. Parce que si j'entends ce que vous dites, c'est que nous avons
un territoire qui est assez vaste. Mais nous avons un problème d'aménagement du territoire. Parce que nous n'avons pas de politique de décentralisation. C'est-à-dire dans nos différents pays, Totalement. tout est centralisé vers la capitale. Tout est fait par la capitale. Mais si nous entreprenons une politique de décentralisation de telle sorte que chaque territoire, je ne sais pas comment ça se Et passe, valoriser. chaque territoire, un, est valorisé, deux, il est autonome. Enfin, autonome, c'est un gros mot, mais en tout cas, qu'il arrive à avoir au moins une administration qui fonctionne, avoir une activité. Comme on voit ici, comment on crée ici. Vous savez bien, ici, les villes sortent comme des champignons. Totalement. Donc, on crée une ville avec différentes activités. On crée des logements. On crée une mairie. On remet une banque postale comme ça se passe ici. Enfin, en tout cas, une administration qui pourrait tenir et répondre aussi aux attentes des populations qui sont là, des populations locales, bien évidemment, et qui n'auront plus la nécessité ou le besoin de sortir de la campagne ou de la route et de partir en ville. Et comme ça, on va désengorger. Totalement. Désengorger des villes, enfin, en tout cas, les capitales, et aussi, sûrement, répondre à ce problème de migrants qui se sentent obligés d'aller chercher l'Eldorado en Europe, sachant que ces mêmes Européens, de diverses manières et façons, viennent en Afrique pour avoir et se projeter. Donc voilà, c'est dommage, enfin. Après, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire dans le sens où... Parce que là, c'est pour revenir encore sur le fait qu'il y a un aspect économique là-dedans. Un capitaliste ne va pas réfléchir comme ça. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, tu te dis, ouais, on va tout décentraliser, etc. Mais l'aspect financier, par exemple, aujourd'hui, je te donne un exemple. Une enseigne comme McDonald's, s'il veut s'installer, je te donne un exemple, à Toulon, je te donne un exemple, c'est une ville où il y a 100 personnes. Ouais, parce que bon, on veut éviter que par exemple, les gens à Toulon viennent travailler à Paris forcément. Mais le businessman ne va pas réfléchir comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va plus penser à investir dans une ville comme Paris, par exemple, où démographiquement parlant, il sait que je vais plus faire mon gain que aller ouvrir un truc dans un coin perdu, tu vois. Totalement. Donc forcément, ça pourra jamais marcher comme ça. Mais justement, c'est là que justement, il faut revoir. On veut quelle Afrique? Parce que pour moi, l'Afrique, ce n'est pas ça. Pour moi, l'Afrique, c'est comme une mer. C'est la mer du monde. Et la mer, c'est quoi? C'est le partage. Avec que, donne un exemple. Dans la Bible, on dit, oui, Jésus a multiplié les pains, machin. C'est génial. Mais moi, je ne suis pas impressionné. Je suis impressionné par la maman qui, avec un seul pain, nourrit la même foule. Pas par le mec qui multiplie les pains. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut apprendre au monde. C'est-à-dire qu'avec un pain, on nourrit une foule, on nourrit une famille. Et l'Afrique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un pain et on mange tous, tout le monde mange la même quantité et à sa faim en plus. Donc c'est ça qu'en fait pour moi l'Afrique. Donc si on veut faire une Afrique qui est là, capitaliste, oui, il faut dominer le monde, écraser, c'est pas l'Afrique pour moi ça. Après, pour ta vision du capitalisme, je suis en partie d'accord. Sur le point où, est-ce que le capitalisme y voit à court terme, à moyen terme ou à long terme? Ces territoires qui sont aujourd'hui déserts, on voit, tout à l'heure tu as évoqué Melun. Je sais qu'il y a 10 ans en arrière... Désolé les gars de Melun. Non mais oui, désolé. Il y a 10 ans en arrière, si vous êtes 10-15 ans, si vous partez dans ces zones-là, mais il n'était pas peuplé comme aujourd'hui. Totalement. Il y avait sûrement encore un peu de brousse, il y avait de l'herbe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ce côté-là soit développé? Et ces fameuses grandes enseignes, pour ne pas citer McDo, on va citer Quick et Burger King, pour ne pas faire de publicité. Il faut une troisième. Burger King, tout à fait. Donc, pour ne pas faire de publicité, donc, ces enseignes-là, s'ils ont une vision court-termiste ou moyen-termiste, ils vont aller tout de suite vers des villes, enfin des agglomérations où il y a du monde. Mais s'ils veulent vraiment s'implanter dans le temps, sur 15, 20, 25 ans, comme ils le font aujourd'hui, aujourd'hui, ils ne vont pas forcément sur des villes où on a une grande concurrence, où on a de la population. Ils vont aussi s'implanter dans des endroits un peu reculés, notamment sur des aires d'autoroute, etc. Donc, c'est un peu une stratégie différente à avoir, de savoir est-ce que ce que je veux, c'est de tout de suite amasser, ou je me dis, je mise sur 20, 25 ans, je vais dans un territoire, dans une campagne, où on n'a pas en fait forcément développé, mais les projets
sont en Sans- cours. Mhm. Des projets d'installation, des centres commerciaux, des constructions d'habitation, des routes, etc. Et je m'implante là. Je sais que dans 20 ans, je vais, moi, rentabiliser Ouais. Sans et être... sans te couper, Ouais. toi, tu es entrepreneur, non? Tout à fait. Toi, si je te dis là, ton business là, faut attendre 25 ans pour que tu puisses bien manger. Est-ce que tu vas réfléchir comme ça? En fait, Je dirais... il faut se dire que ceux qui sont à la tête de ces entreprises-là, c'est des êtres humains comme nous. C'est des gens qui ont investi leur argent, qui veulent une rentabilité derrière. Bien sûr qu'il y a, il y a forcément une stratégie pour rester sur du long terme, c'est-à-dire plus évoluer, etc. Mais encore, voilà pourquoi je dis le côté capitaliste, c'est plus le côté où on pense qu'à sa gueule et on pense à l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, moi, je pense à manger aujourd'hui. Moi, ce qu'il y a derrière, qui te dit que les gens vont faire des enfants Aujourd'hui, par exemple, l'Occident, c'est le continent c'est un continent qui est très vieillissant, tu vois. Qui te dit que les gens vont encore accoucher demain? Ouais, Toi, tu comptes sur mais justement, pour que la c'est- ville, c'est la ce que ville je disais. augmente de trucs. Surtout les gens, ils ne vont pas faire d'enfants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu ne peux pas essayer de trouver une solution dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Parce que le futur, on ne le maîtrise pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut ou ne pas se passer comme toi, tu le souhaites. Mais sur l'instant présent, moi, en tant qu'investisseur, moi, aujourd'hui, si je suis entrepreneur, j'ai de l'argent. Si tu me dis, par exemple, moi, aujourd'hui, mes projets, c'est d'aller investir en RDC. Pourquoi je ne vise pas le Congo-Brazza? Parce que tout simplement, démographiquement parlant, la RDC, c'est un gros marché. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que là-bas, le produit que je vais ramener, forcément, je vais manger facilement parce qu'il y a du monde. Tu vois? Contrairement à Brazza, les 4 millions là même, là, ils ne sont même pas sur une ville. Ouais. Tu vois, là. C'est dans une ville, il y a peut-être 1 million seulement. Donc j'ai moins de chances peut-être de réussir là-bas que dans une ville où il y a 15 millions d'habitants. Ok. Tu vois? Et puis, bon, on approche de la fin. Donc, pour conclure, là, je vous laisse la parole pour une dernière pensée sur tout ce qu'on s'est dit. Si vous avez un dernier mot à dire. Donc le dernier mot que je souhaiterais avoir serait sur les 3 sujets, notamment sur les migrants, où je pense que la plupart des Africains compatissent avec eux sur ce drame, enfin ces drames qui arrivent malheureusement fréquemment sur les côtes. Je dirais aux personnes qui nous suivent de donner leur avis sur les différents thèmes que nous allons aborder, et aussi de partager en commentaire leur avis qui nous seront précieux. Ok. Abad. Oui, moi, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire simplement que, notamment par rapport au dernier débat, je conclurai aussi quand même aussi, tu as parlé tout à l'heure du côté moral, il ne faut pas l'oublier, et je dirais simplement que tout homme est un immigré qui s'ignore. Donc au final, les frontières, tout ça, je ne comprends pas ce principe-là, parce que chez nous en Afrique, ce n'était pas comme ça. Donc on considère que tout être humain est un bantou. C'est ça le vrai terme bantou. Bantou, c'est être humain. Donc c'est tous des êtres humains. Donc si ce qui manque à ce monde, ce n'est pas forcément le pétrole, l'argent, le travail ou tout ça, c'est l'amour. Et donc voilà. Bon, John? moi, pour conclure, le conseil que je vais donner à mes frères qui sont en Afrique, qui veulent venir en Europe, si vous pouvez venir, mais venez d'une autre manière. Il y a d'autres stratégies, il faut trouver d'autres techniques, il faut contourner le système. Aujourd'hui, l'Occident, malheureusement, ils ont tout mis en place pour nous bloquer dans tous les sens. Dans le sens où vous pouvez arriver en France, des fois, tu as risqué ta vie pour prendre un bateau, etc. Et tu vas arriver ici, tu n'as pas les papiers pour travailler. Donc, tout est fait pour que vous soyez bloqué. Mais si ça en vaut vraiment la peine, moi, je pense qu'il faudrait vous battre. Les gens doivent se battre pour à mieux être éduqués, à mieux s'instruire. Et surtout, en fait, à trouver des alternatives. Si on n'est pas tous forcément appelés à réussir en Europe, il y a des gens qui peuvent réussir en Afrique, il y a des gens qui peuvent réussir en Europe aussi. Mais voilà. Moi, en tout cas, je ne peux pas dire aux gens, je ne peux pas dire à une personne, ne viens pas en France. Parce que moi, par exemple, si j'ai toujours voulu venir en France, c'est aussi pour apprendre un peu des autres qui sont beaucoup plus avancés que nous. Il faut le reconnaître que l'Occident, pour l'instant, sur plein de choses, ils sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus avancés. Donc, venir apprendre un peu ici et ramener le petit savoir dans mon pays, ça a été mon souhait. Donc, il y a ces gens-là qui ont juste faim, qui ont
qui n'ont pas eu la chance que tout le monde a peut-être de prendre un billet ou voilà, de venir en France. Malheureusement, ils sont confrontés à ce genre de choses. Mais en tout cas, si vous aimez vraiment, parce que vous vous déplacez parce que vous avez envie d'avoir une meilleure situation, mais si vous aimez vraiment, trouvez d'autres solutions, tapez les claviers, je sais pas, faites le scammer, il y a une vieille blanche là, tu la blagues un peu, non? Voilà, tu trouves d'autres stratégies pour venir en France, tu vois. Il y en a plein. Mais bref, je ne vais pas tout dévoiler. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais. Ok, bah merci. Alors, ouais, merci pour ce débat. Alors, nous n'avons pas la science infuse, donc ce sont vraiment des avis, des échanges que nous faisons. Donc, si vous pensez même que nous avons eu tort, n'hésitez pas à nous donner aussi vos avis. Et, voilà, c'est parce que de la discussion, j'ai eu la lumière et on vous remercie pour ça. Donc, à bientôt pour d'autres épisodes. Ah, merci à toi. Merci.